Monsieur Las est docteur en sciences de l'univers et professeur en sciences de l'éducation. Il est titulaire d'une HDR pardon, en sciences de l'éducation. Et après une quarantaine d'années passées à créer et piloter des projets et des organisations dans le champ de l'animation scientifique et technologique, de l'insertion et l'évolution professionnelle et de la santé, il a développé une carrière universitaire à Lille, puis Paris-Nanterre, où il anime l'équipe Apprenance, Formation et Digital. À la présentation d'aujourd'hui, elle porte bien sur la relation entre science et société et elle vise à répondre à la question sur l'écart entre l'intérêt et la satisfaction qui est suscité par les actions locales et la situation à l'échelle nationale sur ce thème-là. Trois points de vigilance ressortent et seront traités au cours de cette présentation. D'abord sur les ambiguïtés de vocabulaire, le deuxième sur les confusions d'échelle d'action, et enfin sur l'importance qu'il y a à prendre en compte des effets durables et souvent délétères en matière de relations au savoir scientifique qu'a produit la sélection par l'algèbre dans l'enseignement secondaire. Voilà les trois points qui seront traités entre autres. Et puis bien sûr, on aura une séquence de questions-réponses en fin de présentation. Désolé, le rythme était soutenu, c'est pour éviter de perdre du temps ensuite sur les ateliers à proprement parler. Je vous laisse, Monsieur Las prendre la main, notamment, je suppose, en partageant votre écran, si besoin. Voilà. Alors, je pense que vous voyez mon écran, C'est bon. que tout le monde le voit. Je vais essayer de vous voir en même temps. Attendez, je vous mets sur mon deuxième écran et j'essaie de vous agrandir. C'est toujours difficile, mais voilà, ça y est, c'est bon. C'est mieux de vous voir. Voilà, je vois un certain nombre d'entre vous. Voilà, je suis très, très heureux d'être avec vous cet après-midi et je vais essayer d'être utile. Je peux vous dire que effectivement, pour moi, c'est un exercice inédit et qui m'intéresse énormément. Mon travail, on va y revenir évidemment, mon travail a trait en partie aux sciences participatives. Et pour moi, l'INRA et l'INRAE constituent un cadre de référence essentiel sur lequel je n'ai pas travaillé. J'ai travaillé sur deux champs qui, sont, qui vous chevauchent en quelque sorte, qui vous enjambent. J'ai travaillé et je travaille toujours sur la question de la participation des malades, des personnes atteintes de maladies chroniques à la construction des savoirs en santé. Et donc, je vous dis que ça vous enjambe parce qu'effectivement, il s'agit de quelque chose qui a trait réellement à la situation de la personne. Et puis, de l'autre côté, je travaille aussi sur l'astronomie participative, où là, il s'agit de travailler ensemble à mesurer le passage d'une potentielle exoplanète devant une étoile, et où là, on est dans des enjeux qui ne sont pas du tout des enjeux individuels, à part la satisfaction, la curiosité, etc. Et on est dans des écosystèmes qui ne sont pas du tout des écosystèmes dans lesquels les personnes sont impliquées. Donc, ça fait deux rapports à la science participative extrêmement différents. Et pour moi, l'INRAE se situe exactement au milieu, c'est-à-dire dans des travaux dans lesquels il y a un caractère local, des enjeux locaux, qui sont peut-être moins directs pour l'ensemble de la population que les troubles liés aux maladies chroniques, mais qui sont quand même évidemment très importants. Alors d'abord pour les personnes directement concernées, et puis pour tous les citoyens dans la gestion de leur écosystème, etc. Donc, j'en suis par avance désolé, je ne vais pas avoir un discours qui est adapté à vos réalités, à vous, mes deux champs de référence étant de part et d'autre du vôtre. Alors, je vais quand même faire l'exercice et puis au fur et à mesure, j'essaierai de voir comment ça peut coller à ce que j'ai entendu tout à l'heure sur la stratégie INRAE et évidemment comment ça peut coller à la représentation que j'ai de ce que sont vos champs, vos environnements de travail, etc. Et par ailleurs, c'est effectivement pour moi une grande responsabilité quand j'entends les enjeux que vous avez dans le plan INRAE 2030 ou dans les travaux que vous allez faire à la suite de ces séquences. Je me rends bien compte qu'il ne s'agit pas simplement que
je présente quelques travaux anecdotiques, mais que je suis bel et bien censé alimenter des discussions qui me paraissent essentielles. Donc, par avance, je vous prie d'accepter le fait que ce que je vais dire paraîtra sans doute un peu décalé, mais j'espère que vous pourrez faire l'exercice d'accommoder ce que je vais dire à vos questions à vous. Voilà. Alors, concrètement, ça a déjà été dit, mais il y a quand même vraiment un ensemble d'ambiguïtés sur les intitulés. Moi, j'ai choisi d'intituler mon intervention Sciences et société, parce qu'en fait, on se retrouve avec des vocables, des terminologies qui se chevauchent, qui parlent à peu près de la même chose, mais qui n'en parlent pas exactement avec les mêmes périmètres. Et donc, moi, j'utilise la terminologie qui est à peu près généralisée aujourd'hui, notamment au niveau des appels à projets de l'Union européenne ou auprès maintenant du ministère de la Recherche et dans différents discours d'experts, etc. Donc, il y a une terminologie globale qui est science et société, qui en fait aujourd'hui dans le vocabulaire des ministères est plutôt science dans et pour la société. Et derrière ce chapeau général, on a trois sous-ensembles qui se recouvrent pas tant que ça finalement. Un sous-ensemble qui est, et ça a été mentionné tout à l'heure, qui est le sous-ensemble qu'on peut appeler open access, donc qui est le fait effectivement de considérer que les productions de la recherche et les outils de la recherche sont des biens communs. Et donc, effectivement, dans cette filière de l'open access, il y a effectivement l'accès aux publications scientifiques, qui est un enjeu énorme avec des partis pris et des difficultés économiques majeures avec des secteurs d'éditeurs privés qui dominent des marchés, etc. Et donc, il y a un premier champ qui est l'open access. Open access des revues, open access des data, et avec un sens très large. Moi, je travaille, vous avez compris, universitairement en sciences humaines et sociales. Donc, quand on parle des données de la recherche, en fait, on parle aussi bien des données, des mesures qui relèvent de protocoles expérimentaux, que des données démographiques, mais aussi que des algorithmes, mais aussi que des paramétrages des logiciels, des traitements, et de tout finalement ce qui permet la reproductivité ou la falsification au sens popperien du terme, la vérification ou au contraire la démonstration qu'ils sont faux des résultats obtenus. Donc il y a open access, open data au sens large. Et maintenant, ce qui est en train de se jouer dans beaucoup de disciplines aujourd'hui, c'est l'open reviewing, c'est-à-dire le fait de faire que les analyses critiques qui sont préalables aux publications scientifiques dans les revues internationales soient rendues publiques, avec maintenant d'ailleurs des bases de données qui vous demandent de rentrer aussi non seulement vos publications, mais les reviewings que vous avez faits pour des revues, et puis avec l'idée qu'effectivement, dans la publication finale, on retrouve la trace de toutes les étapes intermédiaires de reviewing, etc. Donc ça, c'est un champ essentiel en tant qu'enseignant-chercheur, directeur de thèse et publiant moi-même. Je suis confronté comme tous les chercheurs aujourd'hui à cette question de l'open access qui est absolument bourrée de paradoxes, qui est bourrée aussi d'effets secondaires, certains positifs, certains négatifs, qui est lié au fait que ce champ est lié au fait que ce sont nos publications qui servent aux évaluations des carrières, et que donc les impératifs d'open access de nos publications, de nos reviewing, etc., ne sont pas du tout les mêmes s'il s'agit d'alimenter des bases de données qui vont nous évaluer, ou s'il s'agit de permettre un partage serein des hésitations scientifiques dans le monde entier sur les travaux qu'on fait. Voilà, donc clairement, j'ai
en préparant cette séquence, j'ai compris que ce n'était pas le thème central d'aujourd'hui. Je ne vais pas focaliser sur cette question-là de l'open access. On y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais clairement, quand on parle de sciences et société et qu'on s'intéresse à cette question-là, la question de l'open access n'est pas simplement une question de partager largement vers tout le monde, mais aussi de vérifier que le partage de l'ensemble des données, des résultats, du reviewing, etc., ne transforme pas la façon dont on travaille, quoi. Ou alors, s'il le transforme, qu'il le transforme dans un bon sens. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément qui est dans Sciences et Sociétés. Comme je le disais, on ne va pas se focaliser là-dessus, sauf si, évidemment, vous avez des questions sur ce plan-là. J'y reviendrai un peu à la fin. Bon, le deuxième thème qui est dans Sciences et Sociétés, c'est évidemment la question des sciences participatives. J'ai rajouté collaborative ou citoyenne. Beaucoup de gens aujourd'hui, sur le plan sémantique, disent que finalement participatif, c'est une vision qui est moins ambitieuse que collaboratif. Même si l'appellation standard est donc sciences participatives, je rajoute collaborative. Et puis, il y a un petit problème international qui est que dans les pays anglo-saxons, les sciences participatives s'appellent citizen science. On y reviendra, ça fait une ambiguïté avec sciences et sociétés. Et voilà. Donc, deuxième pôle, cette question des sciences participatives, et ça, je vais effectivement en parler dans ma présentation tout à l'heure. Et puis, dernière chose très importante, évidemment, dans Sciences et Sociétés, il y a ce que l'on a tendance à appeler dans les discours politiques, dans les discours institutionnels depuis quelques décennies, les actions de culture scientifique, technique et industrielle, dans lesquelles on met des choses qu'on peut désigner aussi comme médiation scientifique, communication scientifique, outreach. J'ai mis ces termes-là parce que finalement, c'est quand même pas tout à fait la même chose de s'intéresser à la médiation scientifique, c'est-à-dire d'être l'intermédiaire entre des travaux scientifiques et des publics, de faire de la communication scientifique, c'est-à-dire de faire passer des messages, ou alors de faire de l'outreach, c'est-à-dire de faire de la promotion des travaux qui sont faits dans des labos. Ça fait quand même 3 dimensions qui existent. Alors, je vais commencer là-dessus. Ce qu'il faut comprendre quand on parle de sciences et sociétés, c'est que même si ces 3 pôles sont à peu près clairs, il y a quand même pas mal d'ambiguïtés qui se retrouvent et qui font que, par exemple, moi-même, j'étais un peu hésitant sur les sujets dont j'allais vous parler aujourd'hui. En clair, le terme de science ouverte que vous avez choisi à juste titre à l'INRAE, en particulier pour désigner la DIPSO, etc., c'est un terme qui prend un sens différent selon les contextes, vraiment, puisque le open de open access laisse souvent penser que open science, ça veut dire open access. Et il y a pas mal de cadres dans lesquels, quand on dit science ouverte, on dit simplement open access. Alors que dans d'autres cadres, comme chez vous, quand on dit science ouverte, on ne parle pas de l'open access seulement, on parle de l'ensemble, comme l'a très bien dit tout à l'heure votre directrice. Quand on parle de sciences ouvertes, on peut parler de l'ensemble de l'ouverture sur la société, c'est-à-dire de sciences et sociétés. Alors, deuxième chose, je l'ai déjà signalé, deuxième ambiguïté sémantique de base, ce qu'on appelle sciences participatives chez nous s'appelle citizen science, et ce n'est pas la même chose que sciences et sociétés quand on est aux États-Unis ou en Angleterre. Et notamment, par exemple, je parlerai tout à l'heure d'un portail de citizen science qui s'appelle Zooniverse, qui est un instrument très, très intéressant de sciences participatives. Il est développé par Citizen Science Alliance, qui est une alliance pour les sciences participatives et pas quelque chose qui est un projet vraiment plus général. Ensuite, l'autre expression qu'on entend tout le temps, c'est l'expression de culture scientifique, technique et industrielle. Et alors là, d'abord, l'expression qu'on emploie quand on dit les centres de culture scientifique, technique, industrielle, quand on dit la stratégie nationale de culture scientifique, quand on dit
comment dans tel ou tel établissement se développe une politique de culture scientifique, en fait, en règle générale, on parle non pas de la culture scientifique des individus, on parle de l'action culturelle scientifique. C'est-à-dire qu'on emploie la culture scientifique au sens figuré. Quand on a une politique de culture scientifique, quand vous regardez dans les travaux du ministère de la Culture sur les données culturelles, les statistiques sur les données culturelles, ce qu'on mesure, ce n'est pas la culture scientifique des personnes, c'est les actions de culture scientifique, le nombre de visiteurs des muséums, le nombre de visiteurs de la Cité des sciences et de l'industrie, le nombre de personnes qui suivent des actions, etc. Donc, ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même une ambiguïté assez importante. Quand on parlait à l'époque de Bachelard, avant la Seconde Guerre mondiale, quand on parlait de culture scientifique, on parlait de la culture scientifique des individus et non pas de l'action culturelle. Ensuite, ce qui est lié à ça, c'est qu'en fait, quand on parle de culture scientifique et technique, on parle finalement de l'exposition, entre guillemets, ou de la mise en face de contenu scientifique, alors que ce soit par des expos, des vidéos, des machins, etc. Mais la culture scientifique, en réalité, en règle générale, quand on observe ce qu'elle fait, la stratégie nationale de culture scientifique, elle s'intéresse au développement des actions et pas tellement à la qualité ou à l'analyse des apprentissages. Et ça, on y reviendra. En fait, il y a finalement une difficulté à faire que les acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle s'intéressent à ce qui se passe par rapport à ce qu'apprennent nos concitoyens en matière de sciences. Ils s'intéressent à la façon de savoir si on les informe ou pas. Voilà. Alors, dernière chose, dans tous ces vocabulaires-là, il y a disons, une utilisation des adjectifs qui est extrêmement complexe. C'est-à-dire qu'en fait, on parle aujourd'hui de culture scientifique, technique et industrielle, comme si tout ça, c'était la même chose. Et alors, je pense que vous, à l'INRAE, c'est une évidence. La culture technique ou l'action culturelle technique n'a rien à voir avec l'action culturelle scientifique. Si on est un peu anthropologue, dans la culture technique, vous avez les façons de faire à manger, vous avez les façons de cultiver vernaculaires, vous avez les façons de conduire sa voiture, vous avez les façons d'utiliser les instruments du quotidien. Et donc, en fait, quand on parle de culture scientifique, technique, industrielle, on ne s'intéresse pas à ça, on s'intéresse à la culture technoscientifique, plus exactement à l'action culturelle technoscientifique. Et pareil, la culture industrielle, je ne sais pas très bien ce que c'est quelque chose sur lequel il y a énormément d'enjeux, mais je ne pense pas qu'il soit pertinent de dire qu'on a des dispositifs qui seraient à la fois de développement de la culture scientifique, technique et industrielle. Clairement, la culture technique, elle appartient à tous nos concitoyens, elle est partagée par eux, ce sont des faits, des phénomènes sociaux qui sont observables et qui appartiennent aux personnes. La culture scientifique, c'est une action culturelle en réalité qui est proposée par des établissements. Et puis, la culture industrielle, c'est un espèce d'enjeu socio-économique qui est lié à des problèmes de désindustrialisation du pays et qui est encore d'une autre nature. Donc, tout ça, c'était pour vous dire que dès qu'on travaille un peu sur ce genre de sujet, on a l'impression de savoir de quoi on parle. On parle de la science dans et pour la société. Mais ensuite, dès qu'on se met à essayer de dire des choses un peu sensées, on est immédiatement perdu dans ces ambiguïtés-là. Alors, néanmoins, pour se rassurer, il y a quand même bien les trois pôles dont on parlait. Il y a donc ce pôle de culture scientifique que moi j'appelle action culturelle scientifique et technoscientifique. Il y a un pôle sciences participatives ou collaboratives. Et puis de l'autre côté, il y a un pôle open access, open data, open reviewing. Voilà. Moi, cet après-midi, dans le temps dont on dispose, je vais vous parler surtout, je suis en train de regarder mon chronomètre en même temps, voilà. C'est bon, ça tourne.
Donc, dans le temps dont je dispose, je vais surtout vous parler de l'ellipse verte et de l'ellipse bleue, un peu des relations qu'il y a entre les deux, puis je reviendrai à la fin sur l'ellipse rouge. Alors, sur l'action culturelle, scientifique et technique, ou la culture scientifique et technique. Euh, le truc, il est très simple. On est tous d'accord pour dire, voilà, en tant qu'enseignant-chercheur, en tant que travaillant dans un établissement public lié à la recherche scientifique, en tant que citoyen, nous avons envie que la science soit mise en culture, comme le disait notre collègue physicien Jean-Marc Lévy-Leblond, et que finalement, nous avons envie que tout le monde partage de l'intérêt pour les avancées scientifiques, puisse discuter de manière étayée à propos des questions qui les concernent, qu'il s'agisse des vaccins ou du Big Bang, ou des politiques agricoles, etc., etc. Donc, nous sommes très nombreux à être des militants de l'action culturelle, scientifique et technique. Alors, pour ma part, voilà, je suis très impliqué. Vous avez compris que j'ai une facette astrophysique. Et dans les années 80, à la fin des années 80, nous avons, avec un certain nombre de camarades, lancé une opération nationale qui s'appelle la Nuit des étoiles, qui à l'origine s'appelait la Nuit des étoiles filantes, donc qui a consisté en des productions de télévision avec Antenne 2 à l'époque, tous les premiers week-ends du mois d'août, deuxième week-end du mois d'août. Et cette opération, donc Nuit des étoiles, se développe encore. Nous fêtons cette année le 30e anniversaire des Nuits des étoiles. La première année officielle, c'était 1991, même si on avait démarré un peu avant. Et voilà. Et pendant les 10 premières années, comme vous le voyez ici, on avait des plateaux de télévision sur Antenne 2 une nuit par été. Et depuis le début de l'opération, en gros, nous alimentons la presse quotidienne, comme vous le voyez en haut, et quotidienne et hebdo, pour parler d'astronomie un week-end par été, ce qui nous amène à, en gros, chaque année, on a plusieurs millions de cartes du ciel qui sont produites dans la presse quotidienne. Et pour Ouest France, ça fait déjà plus d'1 million de cartes imprimées, hein, mais voilà. Et donc, on a cette manifestation-là qui se développe. Voilà, toujours la même chose. Pour donner une idée de l'impact, ça, c'est une recherche dans Google Trends. Je fais la comparaison, c'est pas du tout agressif vis-à-vis de la fête de la science, mais voilà en bleu les impacts des recherches. Il s'agit des recherches dans Google, hein. Donc ça mesure pas l'audience réelle, c'est plus difficile à mesurer, mais on voit que tous les étés, donc vous avez ce superbe pic bleu qui sont les requêtes qui sont faites pour trouver les sites Nuit des étoiles sur Google, et puis en rouge vous avez la fête de la science. Donc, on a un phénomène absolument majeur qu'on a produit et qui finalement se développe, qui est qu'on attire l'attention de nos concitoyens tous les étés sur l'astronomie pendant un week-end. Et je vous donne rendez-vous, je crois que c'est 6, 7, 8 août cette année, je vous donne rendez-vous évidemment pour en profiter pour regarder le ciel avec nous, vous interroger sur la progression des robots martiens et d'autres sujets du même type. Et en fait, ce qu'on constate, après donc 30 ans de Nuit des étoiles, hein, puisqu'on est à la 30e année, c'est qu'en fait, on a atteint alors moi je dis un plafond de verre, mais en fait, on a un phénomène qui au début a monté en puissance. Donc nous avons organisé les Nuits des étoiles, c'est 300 sites d'observation chaque été. Les 10 premières années, nous avons doublé le nombre de personnes qui participaient à des soirées d'astronomie dans l'année. On est passé de 1 500 000 personnes qui allaient dans des soirées d'astronomie, dans des planétariums, à 2 500 000. Mais en réalité, au bout de 30 ans, on constate qu'on a bougé en rien le nombre de clubs d'astronomie, par exemple. Un de nos objectifs, quand on a lancé les Nuits des étoiles, c'était de faire un peu comme on le fait comme le font nos camarades dans les fédérations sportives, c'est de se dire, ben voilà, on va développer des clubs de tennis, des clubs de judo, des clubs de je ne sais quoi. Et en réalité, le phénomène qu'on observe, c'est que
il y avait 300, disons 400 clubs d'astronomie actifs en France en 1991 quand on a démarré les Nuits des Étoiles, et il y a 400 clubs d'astronomie actifs en 2021 au 30e anniversaire. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous fait beaucoup réfléchir. C'est pas le seul phénomène, bien sûr, mais c'est qu'en fait, ce qu'on observe, c'est que les actions de culture, dites de culture scientifique et technique, là en l'occurrence une action d'animation astronomique, eh ben, en fait, elle produit une satisfaction très indéniable des personnes qui y participent. Les retours des sites d'observation des Nuits des Étoiles, les retours des star parties, comme on dit, sont extrêmement élogieux. Les activités animées, il y a 3000 bénévoles qui animent des Nuits des Étoiles tous les étés. Tout le monde est extrêmement content des interactions qu'il y a avec le public, etc. Mais dans la réalité, l'action macroscopique à l'échelle nationale n'est pas une action de croissance. On est arrivé maintenant, en gros, si je le dis scientifiquement, on est arrivé à toucher l'ensemble des personnes qui sont spontanément intéressées par l'astro, et on n'arrive pas à augmenter ce nombre, et on ne génère pas des clubs d'astronomie. Alors ça, c'est dans ce qu'on a signalé tout à l'heure sur les ambiguïtés dont je parlais, bah c'est un deuxième élément, ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous faisons des actions de culture scientifique très, très satisfaisantes. Dès qu'on sort dans la rue avec un télescope pour montrer les cratères de la Lune, il y a quelques jours, il y avait une éclipse partielle de soleil. Voilà, je suis allé au métro en bas de chez moi, j'ai sorti des lunettes pour regarder l'éclipse. Tout le monde est content, tout le monde trouve ça génial. En revanche, disons, le tissu intéressé ne s'accroît pas. Et donc, ça nous amène à cette ambiguïté-là de se dire, ben voilà, on sait faire de l'animation, de l'action culturelle scientifique, mais on ne sait pas faire qu'elle a un impact national autre que le maintien du même public, en quelque sorte. Alors, moi, je fais le rapprochement de ce phénomène-là avec les discours sur la culture scientifique. Alors maintenant, je passe à l'échelle macro. Là, j'étais dans qu'est-ce qu'on organise sur les sites des Nuits des Étoiles. En fait, ce qu'on constate, c'est que si on regarde depuis une quarantaine d'années, on constate qu'à peu près tous les ans, il sort un rapport officiel. Ça peut être un rapport parlementaire, ça peut être une prise de position des ministres, ça peut être un communiqué du Conseil national de l'évaluation, ça peut être un rapport d'experts qui disent, ils sortent tous les ans des rapports qui disent tous la même chose, c'est-à-dire qu'il faut alors voilà, faire connaître et partager les cultures scientifiques, faire de la culture scientifique technique une priorité, inscrire la culture scientifique dans la loi, etc., etc. Et quand vous regardez tous ces rapports, tous ces textes, en fait, depuis 50 ans, ils disent exactement la même chose. Ils disent les Français ne sont pas assez intéressés par les questions et les objets scientifiques. Il faudrait les rapprocher de ces centres d'intérêt-là. Et il faudrait sans doute enseigner de manière plus active à l'école, mettre plus de sciences à la télé, etc. Mais en réalité, les rapports prouvent leur efficacité puisqu'ils se répètent régulièrement. Et alors, c'est intéressant, depuis 1999, nous sommes un certain nombre d'auteurs à dénoncer la répétition des rapports. Donc maintenant, on répète l'analyse de la répétition. Alors, bon, moi, j'ai travaillé là-dessus sur cette idée-là, c'est-à-dire, finalement, les actions de culture scientifique qu'on mène, elles ressemblent à un traitement symptomatique. C'est comme si on faisait quelque chose pour intéresser les gens à la science, mais qu'il y avait quelque chose d'autre qui les en éloigne en quelque sorte. Et moi, c'est effectivement une vraie question. Pourquoi à chaque fois qu'on fait quelque chose, je reprends mon exemple de mon télescope avec les cratères de la Lune, pourquoi chaque fois qu'on fait quelque chose de concret, ça marche? Et pourquoi, si on essaie de mobiliser tout le monde, on mobilise le réseau existant, 300 clubs, 500 clubs, des millions de gens qui regardent les cartes du ciel, des centaines de milliers qui se déplacent dans des sites, mais ça n'avance pas. Alors, en fait,
moi, je ne veux pas vous embêter avec le détail, puis je regarde le temps qui tourne. Donc, moi, je me suis posé la question, c'est mon travail d'habilitation à la biologie des recherches, je me suis posé la question de savoir pourquoi, finalement, ces discours se répétaient et est-ce que la culture scientifique était ou non un traitement symptomatique. Alors, en réalité, voilà, on peut se dire, ben voilà, ça se répète parce que les sciences, c'est trop compliqué. Bon, très bien. On peut se dire, ça se répète parce que finalement, on ne sait pas très bien ce qu'on mesure. Ou alors, on peut se dire, il y a vraiment quelque chose il y a vraiment quelque chose qui est un problème de fond dans le système socio-éducatif en France. Et donc, c'est effectivement l'hypothèse que j'ai creusée. Alors, je vous présente la raffinerie scolaire. Donc, le terme n'est pas de moi, il est de Patrick Fauconnier, journaliste au Nouvel Obs. Donc, j'ai mis la raffinerie verticale. Donc, vous entrez dans le système scolaire par le haut. En haut, vous avez 4 ans et en bas, vous avez 24 ans. Une classe d'âge en ce moment en France, c'est à peu près 730 000 naissances par an. Hein. Donc, une classe d'âge qui descend dans la raffinerie, c'est 730 000 personnes par an. Ça, c'est un dessin, c'est une figure que j'ai produite en 2011. Donc, ça a un petit peu changé avec la montée, les chiffres ont un peu changé avec la montée des bacs pro. Et puis, ça va sans doute changer avec la réforme du bac cette année. Mais globalement, en tout cas, les chiffres du côté des adultes technoscientifiques sont les mêmes. En réalité, si on regarde le système scolaire, il produit exactement cet effet-là. C'est-à-dire que quand on descend, il y a 25% de la population qui est éjectée. En fait, ce sont les décrocheurs qui, eux, n'arrivent pas à avoir de diplôme autre que le brevet ou ça a un peu changé avec les bacs pro, mais disons qui sont à un niveau globalement de décrochement. Ça veut dire en gros quand même 150 000 élèves. Vous avez 50% de la population qui continue, mais qui s'éloigne des sciences au moment du bac, puisque nous avions jusqu'à présent la filière S et puis des filières qui ne s'appellent pas scientifiques. Et dans les options aujourd'hui de la nouvelle réforme du bac, c'est pareil, on a reconstitué en quelque sorte une filière S. Et donc, en réalité, dans le système scolaire français, le système scolaire français produit chaque année 25% d'une classe d'âge, dans lesquelles il y a 15% qui vont continuer, qui vont avoir un bac S et continuer jusqu'au niveau BTS, DUT et infra master, en gros, et puis 10% qui, eux, deviendront médecins, ingénieurs, chercheurs en sciences dures. Et ce système-là, il est resté constant. En tout cas, moi, je l'ai étudié sur la période 1980-2010. Il est resté complètement à l'équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, on a un système dans lequel l'enseignement secondaire définit comme scientifique 25% de la population en leur donnant le bac S et considère que les 75 autres pourcents ne peuvent pas être qualifiés de scientifiques. Alors jusque-là, ça poserait pas trop de problèmes si c'était juste la qualification de scientifique ou non scientifique. Mais quand on interroge les élèves, effectivement, ce qu'on constate, c'est que ceux qui ne sont pas qualifiés de scientifiques, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le bac S ou assimilé, se considèrent comme incapables de s'intéresser aux sciences. Et en fait, une grande partie d'entre eux, pas la totalité, je le reconnais, une grande partie d'entre eux considèrent qu'ils sont incompétents en sciences. Et donc, en fait, ils ont… Alors, attendez, j'essaie de retrouver ma figure. Je vais vous retrouver ma figure. Voilà. En fait, le mécanisme est le suivant. Ce que vous voyez sur cette figure-là, c'est-à-dire que le système l'enseignement secondaire n'essaie pas d'aider la plus grande partie de la population à avoir de bons résultats en sciences scolaires, hein. Mais le système, finalement, est un système dans lequel il y a 25% de place pour des scientifiques. Et donc, le système regarde simplement si vous êtes dans les 25% qui peut être scientifique ou si vous n'y êtes pas. Et si vous n'y êtes pas, vous êtes déclaré comme incompétent en sciences. À ça, je dis plusieurs bémols. Le premier bémol, c'est que ce n'est pas du tout de la faute des enseignants, ce dont je parle. C'est un effet macro. Ça n'empêche pas que chaque enseignant essaye d'aider chacun de ses élèves à être bon. Le problème, c'est que finalement, à la fin, au conseil de classe, en moyenne nationale, vous avez 25% de place.
Et la deuxième chose aussi, c'est qu'effectivement, il y a un nombre résiduel de l'ordre sans doute entre 10 et 20%, qui, eux, se considèrent pas comme mauvais en sciences, hein, mais qui, en tout cas, sont placés dans la catégorie des non-scientifiques. Et la troisième chose, c'est que le système scolaire, il est complètement décalé par rapport au système universitaire, c'est-à-dire que le système de l'enseignement secondaire appelle scientifique, c'est les sciences dures. Et tout ce qui est appelé ensuite comme scientifique, sciences humaines et sociales, n'est pas considéré comme scientifique dans le monde de l'enseignement secondaire. Donc, en gros, pour terminer là-dessus, c'est pas étonnant ce que je dis en résumé, hein, c'est de dire c'est pas étonnant que finalement la culture scientifique et technique a l'air de bégayer en quelque sorte. C'est pas étonnant que finalement quand on développe des grandes opérations type Nuit des étoiles, etc., ben on se heurte à un plafond de verre parce qu'en fait le système de l'enseignement secondaire fabrique le plafond de verre. Et donc, pour moi, la première chose qui devrait être au cœur d'une politique de sciences et société, ça serait de s'interroger sur le rapport aux sciences que construit le système de l'enseignement secondaire. Évidemment, je ne suis pas naïf, je ne dis pas, du tout qu'il faudrait qu'on crée 75% d'ingénieurs, 85% de médecins ou 50% de biologistes. Ce que je dis, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un système scolaire qui non seulement produit 25% de scientifiques, mais dégoûte les 75% des autres, quoi. En gros, voilà, c'est ça. Et encore une fois, ce n'est pas la faute des profs. C'est le fait que finalement, le système produit une sanction d'incompétence. Pardonnez-moi, monsieur Lasvernas, j'ai le mauvais rôle de la montre. Oui. Si on peut commencer l'échange de questions-réponses à 15 heures, ce serait parfait. D'accord, ok. Merci beaucoup. Alors, donc ça, c'était mon premier sujet, mais ça va certainement nous alimenter en nombreuses questions. Ce que je vais vous montrer simplement, ça vous concerne vraiment, je pense, directement, c'est qu'une fois qu'on a compris que la raffinerie fonctionne comme ça, on peut se demander à quoi servent nos actions de culture scientifique, en fait. Quand on s'adresse aux jeunes de moins de, disons, de moins de 14 ans, ben là, c'est génial. Je pense à la Cité des enfants, je pense au petit débrouillard, je pense à plein d'opérations, d'actions, de systèmes comme ça. Ben voilà. L'idée, c'est de faire que tous les jeunes à l'école primaire, par exemple, s'intéressent aux activités scientifiques. Mais ensuite, une fois qu'on est à partir de 14 ans, entre 14 et 18, ben finalement, on a des tas d'actions d'encouragement des vocations qui finalement ne font que de gérer l'embouteillage d'entrée ici, en gros. L'encouragement des vocations, ça ne change pas la taille de la sortie de la raffinerie, quoi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire, mais en tout cas, elles ne vont pas changer la taille. Si vous voulez. La question, ça serait plutôt effectivement de développer de l'intérêt de l'autre côté de la catégorisation, ou alors de développer un système qui permet à ceux qui ont été catégorisés comme non scientifiques d'y revenir, de se réintéresser. Voilà. Et puis il y a une part après de la culture scientifique qui est vraiment le développement des savoirs scientifiques pour les scientifiques eux-mêmes. Ça, c'est encore autre chose. Alors, je vais aller très vite là-dessus. Ça va nous concerner un peu les sciences participatives. Je vais passer aux sciences participatives. Moi, je m'intéresse en particulier justement à ça, c'est-à-dire j'essaie de voir s'il y a des déviants positifs, c'est-à-dire des gens qui ont été catégorisés comme non scientifiques dans l'enseignement secondaire, donc en gros qui n'ont pas de bac S, et qui néanmoins, finalement, s'intéressent et s'investissent dans des investigations scientifiques. Et donc, je travaille sur plusieurs axes. Bon, ben, premièrement, il existe des scientifiques amateurs. Alors, on peut prendre les clubs d'astronomie, on peut prendre la Ligue de protection des oiseaux, on peut prendre l'OPI pour l'insecte et son environnement, etc. En fait, quand on regarde vraiment, par exemple, en astronomie, la proportion de non-bac S à l'intérieur de cette population est relativement faible. Il y a pas mal de techniciens
BTS, DUT, licence pro, etc. Mais finalement, c'est quand même une grande majorité de gens qui ont été catégorisés comme scientifiques. Donc, je m'intéresse en particulier à deux autres domaines qui alors là, peuvent vous concerner aussi de manière très précise. Donc, je m'intéresse à la façon dont les malades chroniques ou les personnes atteintes de maladies chroniques plutôt gèrent leur maladie et leur autoclinique. Donc, est-ce que finalement, certaines d'entre elles vont développer des pratiques qu'on pourrait qualifier de scientifiques, d'autocliniques en quelque sorte. Et puis, je m'intéresse aussi aux investigations qu'on appelle l'épidémiologie populaire, c'est-à-dire les personnes qui finalement se sentent victimes ou s'observent victimes de pollution, par exemple, de problèmes environnementaux, et qui vont essayer de s'organiser pour résoudre ces problèmes-là. Et donc, c'est ça qui est désigné par le terme épidémiologie populaire. Alors, concrètement, ouais, je vais aller assez vite. Voilà, ce qui est des exemples de sciences participatives. Effectivement, je vais vous en donner quelques-uns, puis je vais vous montrer comment je les catégorise en quelque sorte. Donc, des exemples de sciences participatives en astronomie, je vais vous prendre cet exemple-là. Alors, il est un peu vieux, mais il y en a plusieurs qui viennent d'être faits cette année, mais j'avais ces illustrations-là sous la main. Ça, c'est des programmes où on essaye de déterminer la forme d'un astéroïde depuis des observations au sol. Donc là, il s'agit de l'astéroïde Sylvia. Vous voyez, donc vous imaginez les astéroïdes, ce sont des petits corps célestes qui font une dizaine ou une centaine de kilomètres de taille, de taille principale. Ils se promènent entre Mars et Jupiter ou plus loin. Et effectivement, quand ils se promènent dans le ciel, ils occultent les étoiles. Donc, ils passent devant des étoiles qui sont plus lointaines. Si vous êtes ici vers Béziers, peut-être que l'astéroïde n'occultera pas une étoile qui est par là. En revanche, si vous êtes ici dans les Baronnies provençales, vous serez dans une zone occultée. Et si vous êtes par là, à nouveau, vous ne serez pas dans une zone occultée. Et donc, l'idée, c'est d'essayer, en synchronisant les temps, de regarder si on peut voir la silhouette de l'astéroïde qui passe devant les étoiles. Évidemment, individuellement, chacun ne voit qu'une étoile qui s'éteint, mais si on juxtapose, on va voir la taille de l'astéroïde réel. Donc là, vous avez au sol à peu près 500 km d'élargissement ici, là. On voit que les personnes qui étaient là au nord, dans les Alpes, n'ont pas vu d'extinction. Ici, vous avez des personnes qui ont vu une extinction de cette durée-là, et puis en dessous, personne n'a vu d'extinction non plus. Et là, on constate que des personnes qui étaient sur cette ligne-là ont vu aussi une extinction parce que l'astéroïde avait un compagnon. L'astéroïde se baladait avec un mini-astéroïde lune, en quelque sorte, satellite. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est un exemple de sciences participatives astronomiques dans lesquelles, finalement, les personnes sont associées à un projet scientifique qui a été proposé pour observer le passage des astéroïdes. Alors, il y a de l'astronomie participative qui est complètement différente de l'astronomie participative complètement spontanée. Donc là, il s'agit du Forum de Ouest-France. Et là, on regarde comment une étoile filante, une météorite qui a été observée par des observateurs bretons, a été décrite dans le journal Ouest-France, en fait. Rien n'était prévu. Un matin, là, on est en 2011, le 19 juillet 2011 au matin, beaucoup d'observateurs fortuits ont vu quelque chose d'extraordinaire dans le ciel. Ils ont envoyé une contribution spontanée au journal Ouest-France qui en a fait un forum et qui a constitué cette carte-là. Et donc là, on est dans un phénomène exactement inverse où les observateurs n'ont pas construit une expérience, mais sont au contraire finalement spontanément ou leur curiosité piquée par un phénomène, et ça nous amène à un dépouillement, ce qui a permis ce dépouillement-là, à partir des résultats d'Ouest-France,
ça a permis de retrouver la météorite en question qui, comme par hasard, est tombée à Néant-sur-Yvelle. Donc, c'est pas mal, un truc qui vient de nulle part et qui tombe à Néant. Elle est tombée à Néant-sur-Yvelle et elle a été effectivement retrouvée. Alors, si je reviens un peu plus précisément, je vais aller directement là, voilà. Si je reviens un peu plus précisément à la façon dont j'étudie les sciences participatives, et ça, je pense que ça peut vous intéresser, finalement, j'essaie de regarder quels sont les rôles joués par les personnes qui participent à une expérience sur un schéma. Alors là, j'utilise le schéma un peu Claude Bernard, c'est-à-dire en gros, une manip scientifique, c'est des observations initiales qui induisent un protocole d'observation, on émet une hypothèse, on construit un dispositif expérimental, on obtient des résultats, on les interprète, on tire des conclusions, on fait une publication. Et voilà. Et donc, par exemple, quand on est en médecine, la plupart des protocoles de sciences participatives sont des protocoles dans lesquels le rôle du malade, c'est simplement de collecter des observations. Les malades ne sont pas du tout associés à la conception d'un dispositif et ils ne sont pas du tout associés non plus à l'interprétation des résultats. Dans les manips d'astronomie qu'on a vues tout à l'heure, la manip d'observation de l'astéroïde qui occulte une étoile, effectivement, les observateurs sont associés à la mesure des données, mais ils ont été associés aussi à la conception du dispositif expérimental et ils ont été associés à l'interprétation des résultats. Alors, voilà, ça pour moi, c'est le degré minimum de la manip de sciences participatives, c'est-à-dire qu'on est simplement en position de recueillir des observations et de les fournir aux chercheurs. Et inversement, voilà une autre expérience, ça c'est inversement un malade qui lui tient un journal sur sa maladie. Donc c'est Leonardo Caldi qui lui a publié le journal de son épilepsie. Et donc là c'est l'inverse, lui il a créé un dispositif expérimental qui est de tenir un journal quotidien sur sa maladie et il a tout fait lui-même. Et donc on a des situations, je vais aller très vite. En fait, on a une typologie comme ça. On peut faire une typologie de l'ensemble des types de sciences participatives. Vous avez des sciences participatives dans lesquelles c'est une expérience de type 1, c'est-à-dire qu'on est simplement limité au rôle de collecte de données. Éventuellement, on peut aider à appliquer le protocole et on collecte des données. Et puis, un type que j'appelle 1+, qui consiste à appliquer un protocole, collecter les données et contribuer au traitement des données. Ça, c'est des sciences participatives dans lesquelles finalement il y a peu d'implications réelles, hormis la collecte des données. Et puis de l'autre côté, pardon, c'est là, voilà, vous avez inversement des sciences participatives qui ressemblent beaucoup plus à l'épidémiologie populaire, dans lesquelles les personnes sont associées beaucoup plus largement. Le type que j'appelle épidémiologie populaire, c'est un type où le protocole est proposé par les malades. Ils construisent, ils observent entre eux un certain nombre de phénomènes sur lesquels ils construisent un protocole, sur lequel ils effectuent une collecte de données et dans lequel ils s'associent au traitement des données. Et donc, voilà, on a une typologie comme ça qui permet de vraiment différencier les niveaux d'investissement et on se rend compte qu'en réalité, dans les sciences participatives, on parle de choses qui n'ont rien à voir. On parle de situations dans lesquelles on est simplement à associer des personnes à des expériences qu'on veut faire et finalement, ils nous permettent simplement d'avoir un peu en quelque sorte une économie d'observateurs, puisqu'on ne les paye pas, ils sont volontaires, etc. Et inversement, de l'autre côté, on est dans des systèmes où on peut avoir une implication complète, et non seulement une application complète, mais finalement, c'est eux-mêmes qui construisent l'expérience. Et du coup, évidemment, quand on développe des sciences participatives, il faut se poser ces questions-là. Est-ce qu'on fait des sciences participatives simplement parce que finalement, ça nous facilite notre travail de chercheur,
Est-ce qu'on fait des sciences participatives parce qu'on veut produire des connaissances différentes? Donc, à ce moment-là, on essaie de construire des protocoles à partir des savoirs vernaculaires, à partir des expériences des personnes, à partir de ce qui les intéresse eux-mêmes. Et donc, on bascule dans un modèle plutôt d'épidémiologie populaire. Est-ce que ça a un sens de se dire qu'on va faire de la science participative pour réduire la catégorisation scientifique scolaire? À ce moment-là, quels moyens on se donne pour essayer d'intéresser ceux qui ne sont pas catégorisés comme scientifiques à l'école et qui se considèrent plutôt comme incompétents? Est-ce qu'on peut faire réellement de la science participative pour faire de la veille? Et à ce moment-là, quels sont les dispositifs qu'on peut créer? Et dernière question, finalement, est-ce que la façon de faire des sciences participatives, c'est pas plutôt de créer des écosystèmes collaboratifs de recherche? Donc, je pense évidemment, vous connaissez beaucoup mieux que moi, Semences paysannes ou d'autres projets de ce type-là. Nous, ce qu'on est en train de se dire dans les champs sur lesquels je travaille, par exemple, quand on travaille sur les savoirs des malades, effectivement, l'idée, c'est que chacun de mes doctorants qui travaillent sur ces sujets-là s'associe avec des associations de malades pour construire avec les associations des protocoles qui répondent aux questions que se posent les malades et non pas leur envoyer des questionnaires pour leur demander de répondre à des questions que se posent les chercheurs. Donc, il y a vraiment une question là qui est essentielle. Je vais finir là-dessus dans 2 minutes. Quand je disais que j'allais revenir sur l'open science, en fait, pour moi, c'est très clair aujourd'hui, la façon dont on peut raisonner sur le open access, open data, open reviewing, etc., l'idée qui est en train d'apparaître et sur laquelle on travaille nous, c'est l'idée que finalement, les doctorants et les jeunes chercheurs construisent un environnement personnel de recherche. En sciences de l'éduc, on travaille beaucoup sur les environnements personnels d'apprentissage des étudiants. Et on se rend bien compte que c'est un peu le point aveugle. Quand on est prof, on fait cours et on ne s'intéresse pas à la façon dont l'étudiant ou l'élève lui-même organise ses ressources, son plan de travail, son système, sur quoi il s'appuie, c'est quoi ses recours, c'est quoi ses instruments de travail, de bureautique, de réseau, de façon d'organiser son temps, d'agenda, etc. Donc, en sciences de l'éduc, aujourd'hui, on est très, très sensible, notamment avec la démultiplication de l'enseignement à distance, du blended learning, des ressources et autres. On est vraiment très sensible au fait que finalement, travailler le système d'enseignement, c'est travailler l'environnement personnel d'apprentissage. Et donc, pour nous, là, je parle en tant que directeur de thèse, pour moi, c'est évident qu'un des rôles de l'encadrement de la recherche, ça doit être de permettre aux doctorants et aux jeunes chercheurs et aux équipes de constituer des environnements personnels ou collectifs de recherche qui sont ouverts sur l'open access, sur les open data, sur l'open reviewing, et qui sont aussi ouverts en lien avec les personnes concernées par nos recherches. Et que donc, on peut se constituer un écosystème dans lequel on est en lien avec des associations de personnes concernées et dans lequel, finalement, les protocoles sont systématiquement discutés avec ces personnes-là. Et finalement, quand on pense à un protocole de sciences ouvertes en tant que chercheur, on doit penser non seulement qu'il faut publier, c'est publié dans HAL parce que c'est demandé, on doit penser non seulement qu'il faut faire un plan de gestion des données parce que c'est demandé, mais on doit penser aussi qu'il faut sans doute mettre à l'intérieur de son espace personnel de recherche des carnets d'adresses de représentants des bénéficiaires de ces travaux de recherche. Voilà, c'est pas très nouveau ce que je dis, mais je pense que cette idée-là, c'est en tout cas une idée importante. Cette idée que finalement, on n'est pas seulement à organiser des ressources bureautiques pour déposer des données ou des publications, mais on est dans l'idée d'organiser un écosystème de bénéficiaires avec la notion, par exemple, de maîtrise d'usage qui peut servir.
Voilà. Comme j'ai dépassé de 8 minutes, j'arrête là. Et je suis disponible évidemment pour toutes vos questions. Merci beaucoup. Alors, on peut entrer dans le temps de questions-réponses, soit directement dans le chat, soit en levant la main virtuelle ou en prenant directement la parole. Christophe, je crois. Oui, merci. Merci pour cette présentation. Moi, j'avais une question par rapport à la raffinerie, je ne sais plus quel terme vous avez employé. Parce qu'on est en train de réfléchir dans l'Institut à la question de la médiation scientifique et comment on peut repenser cette question au sein de l'Institut. Et je me demandais, dans votre réflexion, comment est-ce que vous voyez le rôle d'un institut comme INRAE au regard de ces populations qui se considèrent elles-mêmes comme trop éloignées de la science pour s'y intéresser. Donc, quel rôle un institut comme INRAE pourrait se donner? Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait tenter finalement, sûrement en collaboration avec d'autres organismes ou d'autres associations, je ne sais pas, mais pour justement ne pas toujours s'adresser au même public, finalement, au public qui s'intéresse déjà à la science ou qui se considère comme capable de comprendre la science. Et donc, ces 75% d'élèves qui sortent du système scolaire, je caricature un peu, mais c'est ce que je crois avoir compris de votre présentation, comme finalement n'étant pas légitimes, se considèrent elles-mêmes comme pas légitimes pour s'y intéresser. Voilà, qu'est-ce qu'un organisme comme le nôtre pourrait faire, et encore une fois, sûrement pas tout seul, pour un peu à cette difficulté, quoi. Nous, c'est la question qu'on se pose, je pense par exemple en tant qu'Association française d'astronomie ou des trucs comme ça. On a un avantage un peu comme vous d'ailleurs, c'est que l'astronomie n'est pas enseignée à l'école, donc moi j'appelle ça l'obstacle conatif, hein, le fait qu'on a l'apprenance en sciences brûlée, quoi, en gros, scotomisée. L'obstacle conatif, il se pose surtout dans les matières scolaires. Voilà, les élèves, ils sont cramés sur l'algèbre, ils sont cramés sur la physique abstraite, en gros, parce que là, c'est là-dessus que la sanction scolaire, elle est la plus forte, quoi. Donc sur l'astro ou sur l'agriculture, je pense que c'est un peu différent parce que c'est pas des matières scolaires. Voilà, donc on est un peu sauvé par ça. Moi, très clairement, ce que je constate, c'est vraiment le problème d'échelle. Enfin, à l'échelle du petit groupe, on fait ce qu'on veut. On peut remonter, faire un projet participatif. Voilà, les plantes dans ma ville, enfin, vous en connaissez bien plus que moi. Faire un projet dans lequel les gens sont associés, d'épidémiologie populaire, de je sais pas quoi. Bien sûr, un groupe de quelques dizaines, centaines, voire milliers de personnes peut s'investir complètement. En fait, le problème de la raffinerie, c'est un problème macro. C'est-à-dire que je ne sais pas quoi faire d'autre que de dire il faudrait consacrer, le point sensible, il est clair, il faudrait consacrer plus de temps et d'argent à enseigner les sciences à ceux qui ne vont pas devenir scientifiques. Voilà, c'est ça la clé. En fait, le système est à flux tendu. En plus, on est en pénurie de profs de maths, on est en pénurie, enfin bref, vous connaissez le problème aussi bien que moi. On est des instituteurs qui sont nos scientifiques, puisque le système scolaire les construit comme ça. 80% sont dans les catégories non scientifiques, donc ils sont un peu cramés là-dessus. Et après, on manque de profs de maths, etc. Mais la question essentielle, ça serait ça, de dire, OK, le système socio-économique a besoin de 25% de techniciens supérieurs et d'ingénieurs en sciences, en technosciences et sciences dures. Ce n'est pas une raison pour laquelle on doit faire que les 75% d'autres se considèrent comme incompétents. Et donc, pour moi, c'est dans la question des programmes scolaires. Et effectivement, nous, on peut résoudre le problème. Je pense qu'une ville, un bourg, peut décider qu'on fait une expo science avec des projets de tous les gamins pendant tous les ans, tous les étés, etc. Donc, on peut restaurer le problème au niveau local dès qu'on y met les moyens. Il n'y a pas de fatalité.
la fatalité, elle est sur le système macro-social, quoi. Voilà, tout ce qu'on fait, j'ai cité les petits débrouillards, Planète Science, tous les réseaux que vous connaissez sans doute comme moi, ils prouvent que des actions locales fonctionnent. La question, c'est une question macro-sociale, quoi. Et là, du coup, que localement, chaque centre INRAE, que chaque opération, chaque projet comporte un volet intéressant pour tout le monde, ça c'est faisable. La question, c'est l'échelle macro, quoi. Vas-y, Caroline, je t'en prie, vas-y, vas-y. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Je m'occupe du développement des compétences et de la formation sur un centre de recherche, INRAE. Et évidemment, la question des sciences participatives nous occupe. Et quand on discute, enfin, je rebondis sur la fin de votre intervention, quand on discute avec les chercheurs, les ingénieurs, ils nous disent que pour des jeunes, enfin pour des doctorants et des jeunes chercheurs, les sciences participatives, c'est trop risqué parce que c'est chronophage et que et puis que c'est pas valorisé au niveau des publications et autres, c'est très difficile pour eux de publier dans ces domaines. Et je voulais savoir si vous voyez des évolutions et qui favoriseraient l'appétence et enfin, la possibilité pour les chercheurs et les jeunes actuels à s'investir dans ce type de sciences. Alors, je pense que ça change. Enfin, j'ai pas de recul pour dire ça. Ce que je vois dans un certain nombre de revues, ça va avec l'open access. Puis je pense que la période confinement a peut-être, enfin, je suis pas sûr, mais pourrait peut-être un peu changer les choses. On commence à voir quand même pas mal d'appels à projets, d'appels à publis, de contributions dans lesquels on voit bien que le fait qu'il y ait une organisation, enfin moi je le vois en santé c'est une obligation, en démocratie sanitaire, dans les discours c'est au moins une obligation. Il doit y avoir une relation avec des organisations citoyennes. Donc j'ai l'impression que ça bouge, clairement, qu'on voit plus d'appels. Après, il y a une responsabilité des directeurs de thèse. Effectivement, je suis d'accord. Ça prend plus de temps. Là je pense, j'ai une doctorante qui fait sa thèse avec moi sur le syndrome de fatigue chronique. Enfin, plus exactement, la façon dont la réflexivité des malades est prise en considération dans le système de santé. Bon, ben, ça veut dire ça va nous demander 3 mois de plus. Construire réellement une enquête avec les associations de malades va nous demander 3 mois de plus. Voilà, elle va la faire en octobre au lieu de la faire en juin. Voilà, ça c'est sûr que c'est plus long. Mais je pense qu'effectivement, avec quand même le discours sciences et société en général, pour pas mal de revues et de colloques, on commence à entendre ça. Et on commence à accepter. Après, c'est autre chose, c'est que les méthodos, mais ça c'est un autre sujet, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais c'est que les méthodologies ouvertes, les méthodologies de sciences ouvertes, c'est-à-dire celles qui sont accueillantes pour la réflexivité des personnes concernées, celles qui sont des méthodes exploratoires qui vont chercher des données subjectives des personnes concernées, par exemple, ces méthodes sont pas forcément bien vues dans les revues classiques. Voilà, si on n'a pas une p-value et un test statistique et qu'à la place on a des verbatims des personnes, c'est souvent plus difficile. Mais moi, je pense que pour moi, c'est une responsabilité des écoles doctorales et des directeurs de thèse. Et j'ai le sentiment que les écoles doctorales, quand même, même s'il y a un peu de confusion entre open access et sciences participatives, elles commencent à bouger là-dessus, quoi. Et voilà, puis pour moi, le levier, c'est les conseils des écoles doctorales, je pense. Merci. En fait, le truc, moi, ce qui est évident, c'est qu'on ne fait pas la même recherche. On fait pas la même recherche si on ne fait pas de sciences participatives. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est les sciences participatives de niveau 2+, là où on est proche de l'épidémiologie populaire, enfin, où on associe réellement les personnes à la conception du système.
avec des boucles de réflexivité, etc. Et clairement, là-dessus, pour les sujets qui m'intéressent, mais je pense que c'est exactement pareil pour les vôtres. Moi, je travaille sur les personnes qui vivent, qui apprennent des choses de l'expérience de troubles non reconnus. Ben voilà, il n'y a pas d'autre moyen que d'aller chercher l'expérience patient pour travailler. Donc voilà, il faut que les éditeurs et les comités scientifiques comprennent ça, quoi. Alors, je propose qu'on prenne peut-être une dernière question. Alors je pense, Marie, hein, sous ton contrôle, on fera une pause d'une minute, je pense, de 3 minutes plutôt, pardon, pour faire les groupes, hein. Une minute, c'est un peu court. Allez, si vous le souhaitez. Oui, je signale qu'Olivier Legal a publié Oui. une ressource très intéressante dans le. Voilà, c'est ce que j'allais, oui, tout à fait. Voilà. Et moi, oui, mais il y a pas mal de ressources, hein, sur la question sciences participatives. En fait, le truc qu'il faut comprendre aussi, peut-être pour répondre pendant que la question se formule, c'est très différent. C'est ce que je vous disais au tout début. Il y a des recherches qui ont une dimension locale et des recherches qui ont une dimension universelle, en gros. Si les recherches ont une dimension locale, on a toujours intérêt à associer des observateurs locaux et à associer des connaissances vernaculaires locales, quoi. Donc, c'est même pas. Alors que quand on observe des phénomènes universels, genre l'extinction d'une exoplanète autour d'une planète, bah c'est simplement des questions de stats. On a 10 000 observateurs, donc on a une qualité de mesure bien meilleure, quoi. Voilà. Mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Sauf d'économiser des capteurs et des observateurs. Alors que sur des phénomènes locaux, c'est évident qu'on gagne systématiquement à avoir des feedbacks et de la réflexivité locale. Alors Christophe, tu as le privilège de poser la dernière question. Je suis pas sûr que ça ait une pression folle. C'est une pression terrible. Merci pour cette présentation, hein, très riche et qui nécessite effectivement une accommodation en ce qui me concerne, de voir comment je peux extrapoler à ma pratique de responsable formation, hein. Ma question, elle était autour des déviants positifs dont vous parliez et notamment du statut de malade chronique qui est dans cette expérience patient. Voilà, j'aurais aimé savoir si justement il y avait, si j'avais bien compris qu'il s'agit de gens qui pouvaient revenir vers la science. Et si oui, est-ce que ce type de profil est extrapolable à d'autres types de profils pour l'auto-apprentissage, en fait? Ça, c'est ma question de départ d'il y a 10 ans. Et en fait, qu'est-ce que je peux en dire? Je peux en dire que je l'ai transformé progressivement. Au début, j'étais sur une question assez simple, qui était finalement, voilà, est-ce que finalement le fait, est-ce que la responsabilité, enfin comment dire, est-ce que l'enjeu des savoirs qu'on veut acquérir peut faire que finalement on va se mettre dans une posture de recherche, etc. Quoi. Ça, c'était ma question. Mais en fait, il y a énormément de facteurs différents. Ce qu'on voit, la première chose qu'on voit, c'est vraiment le collectif, quoi. C'est-à-dire que c'est pour ça que je parle d'écosystème. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, toutes les personnes, nous-mêmes, hein, nous avons tous des troubles de santé, évidemment. Donc, toutes les personnes atteintes de troubles de santé, c'est Dewey qui a très bien décrit ça, c'est l'enquête personnelle. Voilà, quand on a un trouble de santé,